حنا نرحبوا بالموهوب اليوم كما نغتنم الفرصة تاع يوم عالمي لحقوق الإنسان بعد ذكرى تاع 65 سنة من إصدار الديكلاراسيون دي droits de l'homme universelle. بالمناسبة سيد الموهوب يعطينا نبذة على حقوق الإنسان في الجزائر والحالة ربما يمثل لها لحقيقة دولة القانون الغائبة من الجزائر. فبدون إطالة الكلمة لسيد الموهوب ومرحبا بكم والإخوان اللي معه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد يشرفني أن أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء نشكر الأخ سفيان الجلالي لتحمل الباب ونقول يعني في نفس الوقت نقول من جهة جزاه الله بخير ومن جهة أخرى نقول ماذا الواجب تاعو كحزب وطني حزب للشعب الجزائري. ونتمنى له في نفس الوقت التوفيق. والله كل ما تتاح لي فرصة باش نتكلم على حقوق الجزائر حقوق الإنسان في الجزائر تحدث في نفسي نقطة ألم في الحقيقة. Bien que la liberté consiste non pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer des facultés sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi, néanmoins et avec beaucoup de regrets. Durant mon humble parcours de défenseur des droits de l'homme, il m'a été souvent donné à entendre la question « Qui donc vous a commis pour défendre les droits de l'homme ?» Ce à quoi tout le temps j'ai répondu « D'abord ma conscience et mon devoir humain et citoyen, ensuite l'article 33 de la Constitution nationale, puis la sensation amère des violations de mes droits élémentaires et des injustices multiformes allant de mon arbitraire internement dans des zones du désert à forte teneur de radioactivité nucléaire, en passant par la torture à l'emprisonnement et du kidnapping aux tentatives de meurtre dont je suis victime et partant du sage et irréversible principe que la vengeance n'est pas la justice, et au regard de ma culture, de mon éducation et de ma foi, profondément convaincu qu'il faut que les principes d'une politique saine soient faits de justice. J'ai décidé de faire don de mon temps et de moi-même à la promotion, à la protection et à la défense des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales, afin que d'autres ne subissent pas les peines et les souffrances que j'ai avec d'autres compagnons de déni de droit, injustement et arbitrairement suivis. Et enfin, au but des trois principes directeurs suivants. Premièrement, il existe une citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses devoirs et qui engage à s'élever contre tout abus de pouvoir, quel qu'en soit l'auteur, quelles qu'en soient les victimes. Après tout, nous sommes tous gouvernés à ce titre solidaire. Deuxièmement, c'est un devoir de cette citoyenneté internationale de toujours faire valoir aux yeux et aux oreilles des gouvernements les malheurs des humains dont il n'est pas vrai qu'ils ne sont pas responsables. Le malheur des humains ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à s'adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. Troisièmement, les instruments juridiques internationaux ont créé ce droit nouveau, celui des individus privés à intervenir effectivement dans l'ordre des politiques et des stratégies internationales. La volonté des individus doit s'inscrire dans une réalité dont les gouvernements ont voulu se réserver le monopole, ce monopole qu'il faut arracher peu à peu chaque jour. Les droits de l'homme, c'est quoi? Peut-on définir les droits de l'homme? Comment les expliquer? D'où viennent les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont une sorte d'armure, ils nous protègent, ce sont aussi des règles qui nous disent comment nous comporter,
Enfin, ce sont des juges auxquels nous pouvons faire appel. Ils sont abstraits, tout comme les émotions. Et comme les émotions ils appartiennent à tous, ils sont comme la nature, car ils peuvent être violés. Ils sont aussi comme l'esprit, car ils ne peuvent pas être détruits. Comme le temps, il nous réserve à tous le même traitement, que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou vieux, blancs ou noirs, grands et petits. Comme pour la bonté, la confiance et la justice, nous avons du mal à nous mettre d'accord sur leur définition, mais lorsque nous les voyons, nous les reconnaissons. Les droits de l'homme font partie de ces choses qui ne peuvent nous être enlevées. Un droit est une revendication justifiée. Accepter les droits de l'homme signifie accepter le droit de chacun à les revendiquer, car ils sont inhérents à tous les êtres humains. Fondamentalement, cette revendication est d'ordre moral, elle repose sur des valeurs purement morales. Le droit à la vie signifie que personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Présentée en ces termes, cette revendication n'a pas réellement besoin d'être détaillée, personne ne peut la remettre en question. Nous reconnaissons tous, à notre niveau individuel, que certains aspects de notre vie, de notre être, devraient être inviolables et intouchables parce qu'ils sont essentiels à ce que nous sommes. Ils sont essentiels à notre humanité et à notre dignité humaine. Les droits de l'homme étendent cette perception individuelle à tous les êtres humains de la planète. Si je peux formuler ces revendications, alors les autres aussi en sont droits. Ce que l'homme veut, c'est tout justement pouvoir choisir en toute indépendance, quel que soit le prix de cette indépendance et ses conséquences. Des valeurs clés constituent le fondement de l'idée des droits de l'homme. La première est celle de la dignité humaine et la deuxième celle de l'égalité. Ainsi, d'une certaine façon, les droits de l'homme définissent ces normes sans lesquelles une vie ne serait pas digne et leur universalité découle du fait que, à cet égard, tous les humains sont égaux, nous ne devrions et nous ne pouvons faire la discrimination entre les humains. Ces deux valeurs sont véritablement l'unique condition nécessaire pour adhérer à l'idée des droits de l'homme, et ces valeurs sont fort peu sujettes à controverse. C'est la raison pour laquelle l'idée des droits de l'homme bénéficie du soutien non seulement de toutes les cultures dans le monde, et ce malgré leur diversité, mais également de tous les gouvernements civilisés et de toutes les grandes religions. Il est reconnu de façon quasiment universelle que le pouvoir de l'État ne peut être ni illimité, ni arbitraire. Il doit au contraire être limité, au moins de manière à permettre à tous les individus relevant de sa juridiction de vivre selon certaines exigences minimales de dignité humaine. De nombreuses autres valeurs qui découlent des deux précités peuvent aider à définir plus précisément, comme dans la pratique, les peuples et les sociétés devraient coexister. Par exemple, premièrement, la liberté, parce que la volonté humaine est une part importante de la dignité humaine, être porté d'agir contre sa volonté habille l'esprit de l'homme. Deuxièmement, le respect des autres, parce qu'en manquant de respect à une personne, nous négligeons son individualité et sa dignité essentielle. Troisièmement, la non-discrimination, parce que l'égalité dans la dignité humaine signifie que nous ne devons pas juger les autres sur des caractéristiques, notamment physiques, qui n'ont pas à entrer en ligne de compte. Quatrièmement, la tolérance, parce que l'intolérance dénote un manque de respect vis-à-vis de la différence et qu'on note qu'égalité n'est pas synonyme d'uniformité. Cinquièmement, la justice, parce que les êtres humains égaux dans leur humanité méritent d'être traités de façon équitable. Sixièmement, la responsabilité, parce que le respect des droits des autres englobe la responsabilité à l'égard de ses propres actions. Les valeurs existent grâce aux actions des individus. Si la nature des droits de l'homme continue d'alimenter la réflexion des juristes, la communauté internationale a défini une série de principes clés auxquels les États ont adhéré et qu'ils doivent respecter. D'abord, les droits de l'homme sont inaliénables, ce qui signifie qu'on ne peut pas les perdre car ils sont inhérents à l'existence de l'homme. Dans certaines circonstances particulières,
Certains de ces droits, pas tous, peuvent se trouver suspendus ou limités. Par exemple, un individu accusé de crime peut être privé de liberté. Ensuite, ils sont indissociables, interdépendants et intimement liés. Cela signifie que des droits différents sont intrinsèquement liés et qu'ils peuvent par conséquent pas être considérés indépendamment les uns des autres. La jouissance d'un droit donné dépend de la jouissance de nombreux autres droits, aucun droit ne prévaut sur un autre. Et enfin, ils sont universels. Cela signifie qu'ils s'appliquent également à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut se prévaloir de tous ses droits et de toutes les libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il convient à ce titre de souligner que l'acceptation de l'universalité des droits de l'homme ne menace en aucune façon la diversité des individus induite par des cultures différentes. La diversité peut bel et bien exister dans un monde où tous les individus sont égaux et ont droit au même respect. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée par la Commission des droits de l'homme, organe des Nations Unies, et adoptée par son Assemblée générale le 10 décembre 1948. Depuis plusieurs instruments clés visant à sauvegarder ces principes ont été institués et acceptés par la communauté internationale. Étant donné que les droits de l'homme sont un sujet de préoccupation universelle et ont un caractère universel, leur défense ne saurait être considérée comme une atteinte au principe de la souveraineté nationale, comme il est inacceptable de restreindre les droits des gens au nom de la sécurité nationale. À l'occasion de cette 65e commémoration de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ose demander aux laudateurs des libertés fondamentales d'avoir le courage de me dire que risque-t-on au juste d'ouvrir aux jeunes Algériennes et Algériens les portes des droits de l'homme, d'autant que ceux-ci sont dynamiques et non statiques, afin qu'ils voient et comprennent ce qui se passe réellement chez nous, dans les ténébreuses coulisses, autant étatiques que celles censées défendre les droits de l'homme. Faut-il aujourd'hui persister à les monopoliser, de les garder en otage et continuer à tenir des jeunes dans l'ignorance de leurs droits et devoirs, alors que cette éducation ailleurs se fait au berceau, et que les moyens de sa connaissance sont mis à la portée de tous par la presse, la radio et la télévision? N'est-ce pas là la meilleure sauvegarde des libertés fondamentales des individus? Alors ne serait-il pas bon de cesser de garder en captivité les droits de l'homme et que dès le jeune âge puisse implanter dans l'esprit de chaque citoyen la connaissance et le respect des principes élémentaires des droits de la personne humaine, conformément à la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies du 23 décembre 1994, résolution 4994, ayant appelé les États membres, dont l'Algérie, à intégrer effectivement l'enseignement des droits humains dans l'ensemble des cursus scolaires et appelé que cette recommandation constitue sans nul doute un élément fondamental de cette stratégie de formation autour des valeurs démocratiques. Cet objectif figure au fronton des plans fixés par les Nations Unies et l'UNESCO. C'est d'ailleurs pourquoi la décennie 1995-2004 fut consacrée décennie pour l'enseignement des droits de l'homme. L'Algérie est signataire de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, donc tenue à respecter ses engagements. Encore une fois, hélas, car en vérité, il n'existe regrettablement pas dans notre organisation scolaire un enseignement spécifique des droits de l'homme. Il est inutile de se hasarder à demander à un élève de l'école primaire ou secondaire qu'est-ce que les droits de l'homme quand un étudiant en 4e année de droit ignore le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce stade, les questions qui viennent à l'esprit sont: premièrement, en marge du programme officiel, l'acte pédagogique quotidien comporte-t-il au moins un système pédagogique en rapport avec les droits de l'homme? Deuxièmement,
les manuels et livres scolaires sur lesquels se construit cet acte contiennent-ils des séquences thématiques propices à l'évocation de la problématique de l'enseignement des droits de l'homme? Troisièmement, cette faille n'est-elle pas à l'origine de la violence multiforme et du dérèglement social généralisé? Et l'absence d'une éthique de la responsabilité n'en est-elle pas la cause? Il faut donc avoir le courage de reconnaître et d'admettre que tant que cette résolution ne sera pas à la lettre appliquée, la paix, la sécurité et le bonheur ne seront que de vains mots et utopies. Ce qui importe aujourd'hui, et c'est l'objet de ma révolte de défenseurs libres des droits de l'homme, est de savoir si vraiment quelque chose a changé. La société est-elle informée de ses droits? Par souci démocratique, les défenseurs des droits de l'homme vont-ils vers le citoyen ou bien se contentent-ils d'attendre derrière un téléfax les appels de détresse, le plus souvent sans réponse, que les citoyens lancent? En clair, d'accord avec ce qui se fait ou ne se fait pas, les choses sont-elles bien faites par les défenseurs des droits de l'homme sous l'angle de la morale politique qui détermine fréquemment la durée du succès et sous l'angle de l'efficacité qui nous impose sans matérialisme aucun tout autant? Chassons la peur et ayons le courage de reconnaître et de dire dans la plus simple honnêteté morale que ce n'est pas du tout le cas. Aurions-nous un jour le souci à revenir à une méthode démocratique et d'éviter l'engrenage des fautes initiales du choix méthodologique de nos autoproclamés dépositaires des droits de l'homme qui refusent de comprendre qu'une conception des libertés fondamentales n'exclut pas l'autre et qu'au contraire, elle se complète et se corrobore. Alors que, à de minimes exceptions, embarqués dans deux bords différents, chacun est casseur à sa façon, il s'agit d'antithèses, de personnages folkloriques qui, dans leur tenue d'éternels tuteurs et objecteurs de conscience, eux qui en sont dépourvus, ayant volontairement oublié qu'il n'est jamais mauvais d'avoir quelques règles morales et des principes essentiels à portée de l'esprit du moment qu'on n'en est pas esclave. Bien que cela fait pourtant partie du mobilier indispensable du défenseur des droits de l'homme, à la place, ils montrent que jusqu'à présent, et depuis tout le temps, ils sont incapables les uns et les autres d'honorer les droits de l'homme et de faire une synthèse, quand bien même chez nous, tout le monde dénonce les abus multiformes et multidimensionnels du droit. Privatiser la défense des droits de l'homme est agonisante, ce qui m'oblige à me questionner pour savoir que veut-on exactement dissimuler. Plus que jamais, et à l'occasion de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je réitère ici mon engagement à poursuivre pacifiquement le combat pour l'instauration d'un État de droit égalitaire et communautaire, comme je m'engage à dénoncer toutes les atteintes aux droits de la personne humaine, quel que soit l'auteur ou la victime. Pour terminer, je voudrais lancer un appel: libérer les droits de l'homme. Merci pour votre attention. Voilà ce que j'avais à dire, et voilà ce que j'avais sur le cœur, et Dieu est témoin que je suis sincère dans ce que je dis. Maintenant, si quelqu'un a une question, je suis à la disposition, et je répondrai à toutes les questions pertinentes ou impertinentes. Sont à vous. S'il vous plaît. Donc, pour parler dans le contexte de confiscation des droits de l'homme, qui confisque selon vous les droits de l'homme? C'est le pouvoir, les partis politiques, les hommes qui luttent pour les droits de l'homme? Les partis politiques, sincèrement, j'en vois très peu, donc je ne réponds pas. J'ai répondu à cette question. L'État, oui, à travers la commission folklorique que préside Jacques Fontaine, ce que j'appellerais la commission nationale consultative de promotion, de protection, et comme il manque la lettre D, c'est NCPPDH, il n'y a pas le D,
Alors je voudrais ajouter un peu pour dire la Commission nationale consultative de promotion, de protection et de pollution des droits de l'homme. Comment peut-on faire confiance à une commission qui nous a refusé en tant que comité de défense des intérêts de Corse du Sud, et nous avons la preuve. On nous a refusé même une audience, même un jour d'audience. On refuse de nous recevoir alors qu'on ne vient pas nous parler des droits de l'homme, qu'on apprenne d'abord à respecter le décret exécutif 86-131, qui les oblige à donner suite à nos doléances. Vous avez dit ceci pour l'État, pour les gouvernants, pour parce qu'ils ne sont pas là pour défendre les droits de l'homme, ils sont là pour défendre autre chose qui s'appelle dinars, dollars, euros et je ne sais pas trop quoi. En ce qui concerne les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue nationale pour la défense des droits de l'homme, il m'est pénible de dire que ça me fait mal de voir ce qui se passe au sein de cette Ligue. Ce fut une Ligue dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles où le droit était piétiné, à l'ère de la lacrymogène et des balles perdues, des défenseurs des droits de l'homme ont payé le prix fort. Et à l'occasion, je voudrais à la mémoire de Maître Mahmoud Khili, qui est mort debout. Mais par la suite, nous avons assisté, vous le savez très bien, l'équipe de football ou un poulet, le Zerwen, le Bouchachi, le Souci, le cela, alors que la liste des droits de l'homme indivisible, comment peut-on défendre les autres quand on arrive à la direction d'une ligue suite à un coup d'État? D'ailleurs, je vous répondrai à une question que vous n'avez pas posée. Dernièrement, il y a 2-3 jours, il y a eu un congrès de la Ligue des droits de l'homme, où ont été exclus les plus anciens défenseurs des droits de l'homme en 30 mois. Je ne sais pas à qui appartient la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Mais il y a des chefs d'Alsace, on ne le regrette pas, si c'est à le faire, nous sommes prêts à le refaire sans contrepartie. Qui va nous a chèrement payé déjà. Mais là, les droits de l'homme sont bafoués dans tous les domaines. Reste nous un petit espoir avec les 2 jeunes ou les 3 jeunes partis. Nous espérons, c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que nous avons fait appel à Gilles Jadid à travers la personne de Soufiane Gilali. C'est parce que nous voulons prouver que notre slogan place aux jeunes n'est pas des paroles vaines et ce n'est pas de la poudre de son tête. Voilà, ceci pour je crois avoir répondu à votre question. Si vous n'êtes pas satisfait, ajoutez là-dessus, il n'y a pas de problème. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على المداخلة بتاعت الأستاذ الموهوب. حبيت نطرح التساؤل كيف نريد ان نحترم حقوق الانسان في هذا البلاد هذا الوطن والقائمون على الاداره المسؤولين من وزراء وولاة يعطوا تعليمات سريه لمخالفه الاحكام القضائيه الصادره بحقوق الناس الذين تظلموا وحكمت المحكمه لفائدتهم باحكام نهائيه. هذه سريه وعندي هنا مراسلة عند رئيس حكم الأسرة في أحمد بويحيى مكتوب وفي فيها مكتوب سي كونفيدونسيال يخالف بها التعليمات قانون ميثاق المصالحة الذي استفتي عليه الشعب وصدق عليه البرلمان وأمضى رئيس الجمهورية. يقول فيه النص يحظى إعادة الإدماج في المناصب بتاعهم الناس الذين كانوا في التعليم وتقديم مؤسسة التربية الوطنية والتشكيل المهني كالجامعة والجامعة وإعادة الإدماج مع المعنيين في مناصب أخرى أو في إدارات أخرى أو يواجهون ضمن مرشحين للاستفادة من التعويض. بينما القانون بنفس المصطلح الذي يعني قلبنا رأسنا به بأنه جاء لإعادة الحقوق وإرساء
يعني السلم الاجتماعي كلش لا ينص على هذا الشيء، والتعليم هذه سريه، وكان كانت يعني عادله وكانت كانت في العالم. عندي كذلك تعليمها او مراسله من والدي احد ولي ولاة الوطن، كان هنا قائمه فيها 30 شخص عندهم حكمة المحكمة يعني في صالحهم باش يجروا المراسل تاعهم ويتعوضوا وفقا للقانون. يجي السيد الوالي يراسل في مراسلة سرية يعني على سكري ويقول بلي هاد الاشخاص هذو ما لازمش نرجعوهم الا اذا فاتوا على ما يسمى باللجنة الامنية، اللجنة الامنية الولائية وغير ذلك كثير. يعني كيفاش حبينا نتكلموا على احترام حقوق الانسان وقائمون على شؤون الدوله، يعني هما الاول من يخالف الاحكام القضائيه خاصه القضاء. وشكرا.